Le Conseil de sécurité va à présent entamer l'examen du point 2 de son ordre du jour. Je donne la parole au procureur, M. Karim Khan. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand privilège que de pouvoir une fois de plus vous présenter un exposé ce matin. D'entrée de jeu, je tiens à remercier mon frère et son Excellence, le représentant permanent de la Libye, d'être des nôtres ce matin. Monsieur le Président, Excellence, il y a 2 ans et demi, j'ai eu l'occasion pour la première fois d'intervenir devant le Conseil de sécurité pour évoquer la situation en Libye. Et dans ces observations que j'avais prononcées, j'ai appelé de mes voeux un changement de paradigme en faveur d'une nouvelle dynamique avec votre Conseil de sécurité. J'avais souligné ce jour-là que j'accorderais la priorité aux situations renvoyées par le Conseil de sécurité à la Cour et que je veillerai à obtenir davantage de ressources afin de les allouer aux situations renvoyées par le Conseil de sécurité. J'avais exprimé que, de mon avis, depuis bien trop longtemps, les situations en Libye et au Darfour n'étaient plus au cœur de l'attention. Et je m'étais engagée à mettre tout en œuvre avec mes collègues remarquables afin d'imprimer un nouvel élan et d'obtenir des résultats tangibles, crédibles, que l'on pourrait montrer au peuple libyen, aux victimes en Libye et au Conseil de sécurité. Et 6 mois après ce premier exposé, j'ai présenté une stratégie renouvelée sur la Libye. J'avais exposé les 4 axes d'enquête et j'ai également présenté les paramètres à appliquer à nos travaux afin de pouvoir prendre la mesure des progrès réalisés en vue de faire justice et d'établir des responsabilités et de recenser les difficultés que nous pourrions régler de concert. Je suis d'avis que ces 18 derniers mois, nous avons pu relancer ces travaux. Nous avons posé les jalons de la réalisation des objectifs que j'avais fixés dans ma vision stratégique renouvelée présentée en avril 2022. Et si, en tant que procureur de la CPI, je ne peux pas vous donner tous les détails quant aux progrès accomplis, je peux vous affirmer que des avancées notables ont été réalisées dans le cadre de cette stratégie renouvelée. Rien que ces 6 derniers mois, comme indiqué dans le rapport établi avec le secrétariat, l'équipe unifiée pour la Libye a mené à bien 18 missions dans 3 zones géographiques et a recueilli plus de 800 éléments de preuve, y compris des fichiers audio et vidéo, et plus de 30 déclarations, entretiens ou témoignages ont été recueillis. Nous avons également fortement avancé s'agissant de la période 2014-2020 pour ce qui est des crimes présumés perpétrés dans des centres de détention au cours de cette période. Nous avons également continué d'apporter notre concours aux procédures nationales sur les crimes contre les migrants. Et en mars, j'ai réuni des membres de l'équipe d'enquête à La Haye pour voir comment nous pourrions créer des synergies pour que ces crimes contre ces personnes particulièrement vulnérables fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. Nos travaux s'accélèrent et nous essayons de nous concentrer sur les attentes légitimes du Conseil de sécurité et des civils de la population libyenne. Et aujourd'hui, dans ce 6e rapport que je présente au Conseil de sécurité, le 27e en date, je pense
que nous vivons un moment historique, car je souhaite annoncer une feuille de route pour l'achèvement de l'étape d'enquête dans le cadre de la résolution 1970. En vous présentant cette feuille de route, qui est détaillée dans le rapport, que les choses soient claires. Nous n'essayons pas de trouver une sortie facile. Nous n'essayons pas d'abandonner graduellement nos travaux. Nous ne disons pas que nous ne pouvons pas réaliser notre travail. C'est quelque chose que je ne peux accepter sur le plan professionnel et le Conseil de sécurité non plus, puisque vous nous avez renvoyé la situation en Libye au titre du chapitre 7, car vous avez estimé que justice devait être rendue pour le peuple libyen. Non, cette feuille de route énoncée par le menu dans le rapport est selon moi une stratégie dynamique d'exécution du mandat que vous nous avez confié et qui porte sur toute une gamme d'activités que nous allons mener ces 18 prochains mois et au-delà, afin d'avoir de plus grandes incidences sur la situation en Libye. Nous devons travailler de concert avec les autorités libyennes, à cet égard avec le Conseil de sécurité et tous les États partis. Et des points positifs sont à relever. Le mois dernier, la vice-procureure Najat Shamim Khan, qui est chargée de la situation en Libye, a effectué une mission couronnée de succès à Tripoli, où elle a rencontré le procureur général lors d'une réunion productive. Elle a également rencontré des acteurs de la société civile à Tripoli, mais également à Tunis. Et lors de la période considérée, il y a eu près de 35 rencontres de ce type avec entre mon bureau et les organisations de la société civile, surtout de la société civile libyenne en lieu. Nous poursuivons également le dialogue avec le Conseil de sécurité par le biais d'exposés, comme le mois dernier où j'avais présenté la feuille de route. Et c'est ainsi que je tiens à vous présenter les deux grandes étapes expliquées en détail dans le rapport. Premièrement, c'est l'objectif fixé pour l'achèvement de la phase d'enquête entre mai 2024 et fin 2025. L'étape d'enquête sur cette situation, il faudra dès lors une coopération, une volonté de mon bureau, mais également des autorités libyennes. Mais j'espère qu'au cours de cette période, il pourra y avoir de nouveaux mandats, de nouvelles avancées au titre des mandats d'arrêt, et également un appui aux procédures nationales. Le partage des tâches, du fardeau, est étroitement lié au principe de complémentarité. Nous essayons de comprendre du procureur général, des autorités libyennes, quels sont les problèmes, et nous essayons de démontrer que l'état de droit peut être instauré partout. Ensuite, nous avons essayé également de renforcer notre approche en matière de recherche et d'arrestation. L'objectif étant que ces mandats d'arrêt puissent être exécutés et que qu'un procès puisse avoir lieu devant la Cour au moins concernant un mandat d'arrêt d'ici à la fin de l'année 2025. La deuxième étape, c'est l'étape judiciaire et de la complémentarité, car si tout avance comme prévu, à partir de fin 2025, nous souhaitons apporter une assistance technique à la Libye en matière de partage des tâches, formation, partage des connaissances, utilisation des technologies, de l'intelligence artificielle, etc., dans ces affaires, et nous concentrer sur la recherche et l'arrestation des personnes visées par un mandat d'arrêt. Nous souhaitons également approfondir par tous les moyens
nos relations avec les autorités libyennes et renforcer la complémentarité. Cela ne peut être seulement le procureur général, moi-même. Non, il faut pouvoir coopérer avec toutes les couches des autorités libyennes. Il y a un bureau du procureur avec des hommes et des femmes qui ne sont pas guidés par des intérêts politiques, mais souhaitent donner corps au principe d'égalité devant la loi et garder à l'esprit la valeur des vies humaines perdues en Libye. La feuille de route devra être perçue par les Libyens comme un moyen puissant d'exercer leur droit à la justice. Et je pense que c'est également un instrument précieux dans l'application de la résolution 1970 de 2011. Mais il ne faut pas prendre tout cela pour acquis, car nous aurons besoin d'un soutien constant de la part de la Libye. Nous devrions travailler main dans la main, pas dans l'intérêt seulement de la CPI, notre propre intérêt, mais dans l'intérêt de l'humanité et du peuple libyen. Et récemment, nous avons entendu de bonnes nouvelles, notamment des visas à multiples entrées ont été délivrés. Ainsi, la vice-procureure a pu se rendre dans le pays. Des experts en médico-légaux ont pu également se rendre dans le pays l'an dernier. Et la réunion avec le procureur général a été très importante, notamment pour ce qui est du partage du fardeau et des rôles mutuels des autorités de la CPI, ainsi que le renforcement d'un dialogue qui, je l'espère, viendra renforcer l'état de droit, mais également le bureau du procureur général libyen, si les autorités libyennes souhaitent ainsi tirer parti de cette assistance technique, de cette entraide. Nous nous attendons à ce qu'il y ait de nouvelles missions de membres de mon équipe à Tripoli dans un avenir proche. Je constate un certain engouement en faveur de l'ouverture d'un bureau à Tripoli. Je pense que cela contribuerait aux enquêtes et à l'application de la résolution 1970 ainsi que des obligations découlant du statut de Rome. Ce sont là autant de nouvelles positives, étant donné les difficultés dont je vous avais parlé précédemment concernant la délivrance de visas. Outre la réunion avec le procureur général, je tiens à remercier son Excellence M. Zaïd Essestarim, l'ambassadeur de la Libye auprès des Pays-Bas. Je pense que son arrivée à ce poste a été marquée par davantage de coopération, de dialogue, de candeur, et je tiens à lui rendre hommage, ainsi qu'aux autorités libyennes, pour ce changement qu'il a apporté. Mais, pour aller de l'avant, nous avons besoin de solutions et pas des problèmes pour toute solution offerte. Et cela me concerne, mais concerne également la Libye. Le monde est imparfait. Le droit s'associe de certaines dispositions, exigences qui ne peuvent pas être rejetées du revers de la main. Lors de mon premier exposé sur la situation, j'espère avoir bien fait passer le message que si la Cour pouvait s'unir, le Conseil de sécurité pourrait défendre la cause de la justice pénale internationale, à savoir les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. En effet, qui ne veut pas être tenir aux côtés de la légalité et dénoncer les incidents de par le monde, les crimes de par le monde. Et en dépit de toutes les difficultés de ce monde bien imparfait dans lequel nous vivons, je pense que si nous agissons de concert,
que si nous comprenons qu'on ne peut pas continuer à rester les bras ballants, si l'on accorde notre attention à ces personnes vulnérables, rappelons-nous que la primauté du droit compte pour eux. Les stratégies, les discours, les feuilles de route ne suffisent pas. Nous devons tous, en tant qu'État membre du Conseil de sécurité, siégeant au Conseil de sécurité en tant que membre de mon bureau, nous devons servir cette cause qui est plus importante que nous. Si l'on peut permettre au droit de s'implanter, si l'on peut reconnaître que différents États, différents intérêts connaissent des situations qui sont difficiles pour elles, mais reconnaissent que la CPI a une valeur ajoutée, loin des discours politiques qui essayent d'être en fait les talons d'or de la conduite que devraient avoir les êtres humains, alors peut-être qu'il y aurait un sursaut et qu'on pourrait changer de cap. Car sinon, lorsqu'on se penche sur la situation qui prévaut en Libye ou ailleurs dans le monde, Ukraine, Palestine, ou encore la situation des Rohingyas, ou toute autre situation d'intérêt, l'on constate des difficultés à faire respecter le droit. Le droit qui est une condition préalable au maintien de la paix et de la sécurité internationale, votre responsabilité au premier chef. Et pour ce faire, Monsieur le Président, il faut comprendre que le statut de Rome, les conventions de Genève, le droit international coutumier et la charte des Nations unies font partie de cette mosaïque des civilisations qui nous permettra de survivre à ces intempéries, à cette paralysie. Si nous pensons vraiment que chaque vie humaine est égale, alors l'état de droit doit s'appliquer en Libye comme partout ailleurs. Et nous ne pourrons le faire que grâce à votre aide, à votre solidarité. Car sinon, le droit pourrait perdre sa valeur et il faut donc le défendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Je serai toujours disposée à dialoguer avec les autorités libyennes et le Conseil de sécurité. Je remercie le procureur Khan de cet exposé